J'ai toujours pensé qu'une famille devait se soutenir. C'est ainsi que mes parents m'ont élevé, et c'est ce que j'ai essayé d'inculquer à mon fils, Elliot. Avec le recul, je réalise que j'ai fait une erreur quelque part. Peut-être l'ai-je trop gâté. Peut-être ne l'ai-je pas assez responsabilisé. Ou peut-être était-ce simplement qu'après la mort de mon mari, Renaud, j'avais peur de perdre la seule personne qu'il me restait. Alors, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses. Je m'appelle Edith Winters. J'ai 67 ans et depuis 5 ans, je vis seule dans la maison que Renaud et moi partagions à Luzarches, une petite ville assez tranquille pour accueillir la vieillesse, mais pas au point de se sentir coupé du monde. Nous avons acheté cette maison il y a près de 30 ans, quand Elliot en avait 12. Je me souviens de lui courant à travers les pièces, choisissant la plus grande chambre, de son excitation en découvrant le jardin avec son grand chêne, parfait pour une cabane. Renaud travaillait comme agent d'assurance à l'époque. Ce n'était pas la profession la plus romantique, mais elle nous a permis de vivre décemment. J'étais institutrice en école primaire et j'adorais mon métier. Nous n'étions pas riches, mais nous n'avons jamais manqué de rien. Et avec le temps, nous avons même pu faire quelques bons investissements. Renaud était prudent avec l'argent, pensant toujours à l'avenir. « Edith, me disait-il, nous devons nous assurer que tu sois à l'aise quand je ne serai plus là. » Je balayais toujours ces conversations d'un revers de main. Nous avions le même âge et il me semblait ridicule qu'il s'inquiète de mourir prématurément, mais c'était le cas. Il y a 5 ans, une crise cardiaque l'a emporté subitement. Un matin, il ne s'est simplement pas réveillé. À ma grande surprise, j'ai découvert que Renaud m'avait laissé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Assurance, placement, épargne. Il s'est avéré qu'il n'était pas seulement prudent, mais véritablement prévoyant. Les premiers mois après sa mort, j'avais à peine l'énergie de me lever le matin. Elliot et sa femme, Tiphaine, étaient là pour moi, m'aidant avec les formalités administratives, l'organisation des funérailles, les affaires ménagères. Je leur en étais éternellement reconnaissante. Puis mes petits-enfants, Perle, qui avait 9 ans à l'époque, et Orion, qui en avait 5, venaient souvent dormir à la maison. Nous faisions des biscuits, regardions de vieux films, et leur présence m'aidait à ne pas sentir la maison si vide. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Les visites sont devenues moins fréquentes. Elliot appelait de plus en plus souvent pour des « affaires » quand il avait besoin d'argent. Au début, c'était des demandes raisonnables. Aider à payer l'école privée de Perle, acheter un matelas orthopédique pour Orion quand il a commencé à avoir des problèmes de dos. Je n'ai jamais dit non. Après tout, pourquoi moi, une vieille femme seule, aurais-je tout cet argent? Maman, tu sais qu'on te remboursera, disait Elliot. Mais nous savions tous les deux que cela n'arriverait pas. Tiphaine a commencé à passer chez moi uniquement pour déposer les enfants quand Elliot et elle avaient besoin de temps pour eux. Elle était toujours pressée, un téléphone à la main, avec une légère irritation dans la voix. Comme si je n'étais pas la mère de son mari, mais une parente éloignée avec qui il fallait garder contact par politesse. Edith, les enfants ne doivent pas manger de sucreries après 18 heures, disait-elle depuis le seuil. Et Perle doit réviser ses tables de multiplication. Ne les laissez pas sur leur téléphone jusqu'au milieu de la nuit comme la dernière fois. Je n'ai jamais laissé les enfants sur leur téléphone jusqu'au milieu de la nuit. C'était son exagération, sa façon de me faire sentir coupable, mais je gardais le silence. C'était peut-être ma plus grande erreur. Un jour, Elliot m'a invité à dîner. C'était si soudain que j'ai soupçonné un piège. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre de Luzarches. Il avait l'air nerveux, faisant tourner la salière entre ses mains, évitant mon regard. « Maman, a-t-il finalement dit, Tiphaine et moi avons l'opportunité d'acheter une maison au domaine de la colline. » Le domaine de la colline était un nouveau quartier chic de Luzarches. On y construisait des maisons pour les gens qui voulaient montrer qu'ils avaient de l'argent. « C'est formidable, ai-je dit, même si je savais où il voulait en venir. Le problème, c'est qu'il nous manque un peu pour la compte. » Il a enfin levé les yeux vers moi. « Je pensais que tu pourrais peut-être nous aider. » Je me souviens avoir regardé mon fils et l'avoir revu comme le petit garçon à qui j'achetais des glaces au parc. Le garçon à qui j'ai appris à faire du vélo. Le garçon pour qui j'aurais tout fait. Et j'ai dit oui. Pas seulement pour aider avec la compte, mais pour payer la maison en totalité. Pourquoi? Peut-être espérais-je que cela nous ramènerait à l'époque où nous étions vraiment une famille. Peut-être voulais-je simplement me sentir utile. Il faudra juste la mettre à ton nom, a dit Elliot. À cause de notre historique de crédit, la banque ne nous accorde pas un taux très favorable. On la remettra à notre nom plus tard. J'ai accepté cela aussi.
Quelle importance de savoir à qui la propriété est enregistrée, tant que c'est pour la famille. Je ne réalisais pas à quel point j'étais naïve à l'époque. La maison du domaine de la colline a coûté la quasi-totalité de mes économies, mais je n'ai eu aucun regret quand je l'ai vue pour la première fois. Grande, moderne, avec des baies vitrées et un jardin où mes petits-enfants pourraient jouer. Je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Elliot et Tiffen étaient heureux. Ils ont organisé une pendaison de crémaillère et m'ont même invité. Pour la première fois depuis longtemps, ils m'avaient appelé juste pour le plaisir, pas pour garder les enfants. Ça n'aurait pas été possible sans toi, maman, a dit Elliot en me serrant dans ses bras. Il y avait beaucoup de leurs amis à la pendaison de crémaillère, des gens que je ne connaissais pas. Tiffen montrait fièrement à ses invités la cuisine avec ses comptoirs en marbre, le dressing de la taille de ma chambre, la cave à vin. J'étais assise dans un coin du salon avec une coupe de champagne, observant tout le monde et me sentant étrangement détachée, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Perle, ma petite fille, maintenant adolescente, s'est approchée de moi, les yeux toujours baissés, fixée sur son téléphone. « Mamie », dit-elle sans quitter l'écran des yeux. « Maman a dit que c'est toi qui nous as acheté cette maison. » « Oui, ma chérie, » ai-je répondu, espérant une quelconque manifestation de gratitude. « Cool, » dit-elle avec indifférence avant de s'éloigner en continuant à taper des messages. Après la pendaison de crémaillère, je m'attendais à ce que notre relation change. Que Elliot appellerait plus souvent. Que Tiffen cesserait de me voir comme un fardeau. Que les petits-enfants viendraient me rendre visite même quand leurs parents n'avaient pas besoin d'une babysitter gratuite. Mais rien n'a changé. C'est même devenu pire. Tiffen a commencé à organiser des dîners auxquels je n'étais pas invitée. Elliot appelait encore moins souvent, et quand je le faisais, il était toujours occupé ou pressé de mettre fin à l'appel. Les enfants, absorbés par leurs nouvelles activités dans la grande maison, semblaient ignorer mon existence. Un jour, j'ai décidé de passer à l'improviste. Il me manquait et je pensais apporter une tarte. Une tarte aux myrtilles, la préférée d'Orion. Quand je suis arrivée devant leur maison, j'ai vu plusieurs voitures dans l'allée. Les lumières étaient allumées aux fenêtres. On entendait des rires. J'ai sonné. Tiffen a ouvert et son visage a changé instantanément en me voyant. « Edith !» Il y avait de la surprise dans sa voix, et quelque chose qui ressemblait à de l'agacement. « On ne t'attendait pas. J'étais de passage. » Ai-je menti en lui tendant la tarte. Je me suis dit que j'allais m'arrêter pour voir comment vous alliez. « Nous avons des invités, » dit-elle, sans m'inviter à entrer. Des collègues d'Elliot du bureau. Un dîner d'affaires. Derrière elle, je pouvais voir la table dressée, des bouteilles de vin, des gens en tenue décontractée qui ne ressemblaient pas à des associés. J'ai vu mon fils, qui m'a remarqué et s'est figé une seconde, puis a fait semblant d'être absorbé par une conversation. « Je ne resterai pas longtemps, » ai-je dit, sentant une boule dans ma gorge. Je voulais juste voir mes petits-enfants. Ils sont chez un ami, a répondu rapidement Tiffen en prenant la tarte. Je leur dirai que tu es passé. La porte s'est refermée et je suis restée sur le seuil de la maison que je leur avais achetée, qui, légalement, m'appartenait toujours. À ce moment-là, je me suis sentie si vieille et indésirable d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans le noir pendant un long moment, regardant les photos de nous tous ensemble. Du temps où Renaud était encore en vie, où Elliot me regardait avec amour au lieu d'une impatience soigneusement dissimulée. Quand Tiffen essayait encore de m'apprécier au lieu de me montrer à chaque occasion que j'étais superflue dans leur vie. Quand les petits-enfants n'étaient pas encore consumés par leurs gadgets et les réseaux sociaux. Que ai-je fait de mal? Je me le suis demandé encore et encore, sans trouver de réponse. Au printemps, Elliot m'a appelé, et j'ai tout de suite su à sa voix qu'il avait besoin de quelque chose. « Maman » a-t-il commencé sans préambule. « Tiffen, les enfants et moi pensons partir en Europe cet été pour 2 semaines. France, Italie, peut-être la Suisse. » Ça a l'air merveilleux, ai-je dit, me demandant où il voulait en venir. « Oui, ça fait longtemps qu'on en a envie, » a-t-il hésité. « Écoute, on aurait besoin d'un petit coup de pouce pour le budget. Les vols sont de plus en plus chers, et les hôtels aussi. » J'ai ressenti une fatigue familière. Bien sûr, ils ont besoin d'argent. Pourquoi d'autres appelleraient-ils sa mère? De combien avez-vous besoin, Elliot? Il m'a donné une somme qui n'était pas exorbitante, mais pas non plus négligeable. Je n'ai rien dit, et je suppose qu'il a pris cela pour un doute. Maman, tu sais, les enfants doivent élargir leurs horizons,
a-t-il dit de la manière qu'il utilisait quand il était petit et voulait un nouveau jouet. Pearl choisira une université l'année prochaine. Elle a besoin de voir le monde, et ça ferait du bien à Orion aussi. Je comprends, ai-je dit lentement. Avez-vous pensé à m'emmener avec vous? J'adorerais voir l'Europe, moi aussi. Il y a eu un silence. Je pouvais presque entendre Elliot réfléchir frénétiquement à quoi dire. Eh bien, en fait, nous prévoyons un voyage en famille. Un voyage en famille, a-t-il finalement dit. Tu sais, juste nous quatre. Je fais aussi partie de la famille, ai-je dit doucement. Bien sûr, maman. Bien sûr. Sa voix est devenue exagérément enjouée. C'est juste que, bon, tu sais, les enfants veulent s'évader et avec toi. Il a de nouveau hésité. Ce ne serait pas aussi amusant, ai-je terminé pour lui. Non, non, c'est juste que... Il a soupiré. Écoute, je vais en parler à Tiphaine, d'accord? Peut-être qu'on peut trouver une solution. Nous avons terminé la conversation et je savais qu'il ne trouverait rien, qu'il appellerait dans quelques jours pour dire qu'il était désolé, mais qu'il n'y avait aucun moyen de m'emmener avec eux cette fois-ci. Et je leur donnerais l'argent parce que je le faisais toujours. Parce que je voulais qu'ils soient heureux, même si ce bonheur ne m'incluait pas. Mais je me trompais. Elliot n'a pas appelé. Au lieu de cela, 3 jours plus tard, un texto est arrivé. J'étais sur le point d'aller me coucher quand mon téléphone a sonné. J'ai cherché mes lunettes à tâtons et j'ai lu. Maman, je suis désolée, mais tu ne pourras pas te joindre à nous pour le voyage. Tiphaine pense que tu seras un fardeau. J'espère que tu comprends. On compte toujours sur ton aide pour les billets. J'ai relu le message plusieurs fois, n'en croyant pas mes yeux. Un fardeau. Voilà ce que j'étais devenue pour mon fils et sa femme. Une personne dont on n'a besoin que pour payer leurs factures, mais qu'il est embarrassant de montrer en société, dont l'amour vaut moins que le confort de Tiphaine. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, me remémorant toutes les fois où j'avais ravalé mon ressentiment. Les fois où j'avais justifié leur négligence, les fois où j'avais donné de l'argent sans rien attendre en retour. Toutes ces fois où je me suis sentie superflue dans leur vie, mais où je me suis convaincue que c'était normal, que les enfants grandissent et vivent leur propre vie. Mais ce n'était pas normal. Et je me suis enfin autorisée à l'admettre. Maman, je suis désolée, mais tu ne pourras pas te joindre à nous pour le voyage. Tiphaine pense que tu seras un fardeau. J'espère que tu comprends. On compte toujours sur ton aide pour les billets. Je relisais ces mots encore et encore, comme si j'espérais qu'ils changeraient par magie, qu'il y aurait une trace de regret entre les lignes, un soupçon de compréhension de la douleur que je devais ressentir. Mais il n'y avait rien de tel, juste la froide énonciation d'un fait. Je suis un fardeau, et une demande d'argent, comme si c'était une évidence. J'ai posé le téléphone et je suis allée à la fenêtre. La nuit était claire, parsemée d'étoiles aussi lointaines que mon fils l'était maintenant. Je me suis demandé s'il avait pensé une seule seconde à ce que je ressentirais en lisant son message. Ou l'avait-il simplement envoyé et oublié, se tournant vers la discussion avec Tiphaine sur l'endroit où il logerait à Paris? La fatigue a finalement eu raison de moi, et je me suis endormie dans le fauteuil près de la fenêtre. Je me suis réveillée avec un rayon de soleil sur le visage. J'avais le cou raide et la bouche sèche. Une seconde, j'ai cru avoir rêvé du texto de la nuit dernière. Mais j'ai vu le téléphone sur la table et la réalité m'a de nouveau frappée. Devant une tasse de café, j'ai essayé de me calmer, de trouver une explication logique. Peut-être même une excuse pour Elliot. Peut-être qu'il était contrarié et avait écrit à la hâte. Peut-être que c'était Tiphaine qui le poussait et qu'il n'avait pas pu résister. Peut-être qu'il appellerait aujourd'hui pour s'excuser. Le téléphone est resté silencieux toute la journée. J'ai fait les tâches habituelles, la lessive, le dîner, l'arrosage des fleurs, mais tout semblait mécanique, comme si j'agissais en pilote automatique. Le même mot tournait en boucle dans ma tête. Fardeau. J'avais autrefois été le monde entier pour Elliot. Je me souviens de lui s'endormant dans mes bras, venant me voir pour chaque égratignure, me lisant ses premières dissertations de lycée, fier et excité. Je me souviens qu'il amenait ses amis à la maison au lycée parce qu'il disait que j'étais la mère la plus cool et que je faisais les meilleures crêpes aux myrtilles. Quand il a rencontré Tiphaine, il l'a amené me voir avant même son père, parce que mon opinion comptait plus pour lui. Qu'est-ce qui avait changé? Quand suis-je passé de la mère la plus cool à un fardeau? Ce soir-là, le téléphone a sonné. J'ai sursauté, mais ce n'était pas Elliot. C'était mon amie Louise. Nous nous étions rencontrés dans un club de lecture il y a quelques années, et nous nous appelions régulièrement depuis. Edith.
Sa voix semblait inquiète. Tout va bien. Tu n'es pas venu à la réunion du club. J'avais complètement oublié le club de lecture. Nous devions discuter du nouveau roman de Catherine Elson, et j'avais même pris des notes dans les marges. Je suis désolée, Louise, ai-je dit, la voix tremblante. J'étais distraite. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait dans sa voix une inquiétude sincère que je n'avais pas entendue de la part de mon propre fils depuis si longtemps. Et je lui ai tout raconté. Le message, la façon dont Elliot et Tiphaine m'utilisaient, la maison que je leur avais achetée, le sentiment d'être rejeté de leur vie. Oh mon Dieu, Edith, a dit Louise quand j'ai eu fini. C'est tout simplement horrible. Je n'arrive pas à croire qu'Elliot te fasse ça après tout ce que tu as fait pour lui. Peut-être que je surréagis, ai-je demandé, essayant encore de trouver une excuse à mon fils. Peut-être qu'il ne voulait pas que ça sonne si cruel. Edith, dit fermement Louise. Sois honnête avec toi-même. Ce n'est pas la première fois qu'ils te montrent qu'ils ne te veulent que comme distributeur de billets. Tu m'as raconté comment ils ne t'ont pas invité à Noël parce qu'ils voulaient faire ça en petit comité, mais qu'ils n'ont pas hésité à te demander de l'argent pour les cadeaux. Comment ils ont oublié ton anniversaire, mais s'en sont souvenus le lendemain quand ils avaient besoin d'argent pour les réparations de la voiture. Ce n'est pas un accident. C'est un système. Je me suis tue, car je savais qu'elle avait raison. Toutes les petites humiliations que j'avais avalées en trouvant des excuses à Elliot s'assemblaient pour former une image claire, et cette image ne me plaisait pas du tout. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Louise. « Je ne sais pas, » ai-je répondu honnêtement. « Je crois que j'ai besoin de temps pour y réfléchir. » Après avoir parlé à Louise, j'ai sorti l'album de photos de famille. J'ai tourné les pages, regardant Elliot grandir, ses traits changer, puis l'arrivée de Tiphaine, et enfin des enfants. Je me suis arrêtée sur une photo prise il y a 5 ans, aux funérailles de Renaud. Elliot se tient à côté de moi, la main sur mon épaule. Il a l'air dévasté, et je vois un chagrin sincère dans ses yeux. Il aimait son père. M'aimait-il à ce moment-là? M'aime-t-il encore maintenant? J'ai passé une nuit blanche, et au matin, j'ai décidé que je devais parler à Elliot en personne. Je l'ai appelé à son travail, mais sa secrétaire m'a dit qu'il était en réunion. J'ai laissé un message lui demandant de me rappeler, mais il ne l'a jamais fait. Le soir, j'ai réessayé, mais son téléphone était éteint. Il m'évitait, et c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Le lendemain, j'ai décidé d'agir. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, Maître Hubert Aubertin. Renaud et moi étions allés le voir pour rédiger nos testaments, et je l'avais consulté pour toutes les questions juridiques depuis. Madame Winters, dit-il lorsque nous nous sommes rencontrés dans son bureau, ravi de vous voir. Comment puis-je vous aider? Je lui ai exposé la situation, la maison que j'avais achetée pour Elliot et sa famille, le fait qu'elle était légalement enregistrée à mon nom, mais qu'ils y vivaient. Et je veux savoir, ai-je conclu, quels sont mes droits en tant que propriétaire? Puis-je, par exemple, vendre la maison? Maître Aubertin m'a regardé par-dessus ses lunettes, et une lueur de compréhension a brillé dans son regard. Il n'a pas demandé pourquoi je voulais vendre la maison où vivait mon fils. Peut-être avait-il vu assez de drames familiaux dans sa carrière pour ne pas être surpris. Mettons les choses au clair, dit-il en ouvrant le dossier de documents que j'avais apporté. La maison au 32 allée des Érables a été achetée par vous en pleine propriété. Elle est payée intégralement. Pas d'hypothèque. Il a tourné la page. Vous n'avez signé aucun acte de donation ou de transfert de propriété. C'est exact. Ai-je confirmé? Elliot avait dit que nous transférerions la maison à son nom plus tard, mais cela ne s'était jamais produit. Dans ce cas, a dit Maître Aubertin en fermant le dossier, légalement, la maison vous appartient entièrement. Vous avez tout à fait le droit de la vendre, de la louer ou d'en disposer de toute autre manière que vous jugerez appropriée. Et le fait que ma famille y habite, ai-je demandé, ont-ils des droits? Sauf s'il existe un bail écrit, ils y vivent avec votre consentement, a expliqué Maître Aubertin. Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Bien sûr, il y a certaines procédures d'expulsion à suivre, mais tout cela est gérable. J'ai hoché la tête, réfléchissant à ce que j'avais entendu. L'idée de pouvoir expulser mon propre fils et mes petits-enfants me semblait folle. Mais l'idée de continuer à être leur distributeur de billets, gardé dans un coin poussiéreux et sorti seulement en cas de besoin, n'était pas moins étrange. Madame Winters, dit doucement Maître Aubertin, voyant mon hésitation. Si vous décidez de vendre la maison,
je vous recommande d'agir rapidement et peut-être de ne pas en informer votre famille avant que la transaction ne soit finalisée. Il s'est tu un instant. Autrement, il pourrait créer certaines difficultés. Vous pensez qu'Elliot pourrait entraver la vente? Je pense qu'un homme qui considère sa mère comme un fardeau mais n'a pas honte de lui demander de l'argent pourrait bien essayer de l'empêcher de disposer de sa propriété, a dit délicatement maître Aubertin. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Il avait raison. Elliot ne serait pas compréhensif. Il serait indigné, criant que je l'avais trahi, que j'avais ruiné l'avenir de ses enfants. Il ne verrait pas que c'est lui qui m'avait trahi par son attitude. Merci pour vos conseils, ai-je dit en me levant. J'ai besoin d'y réfléchir. En quittant le bureau de maître Aubertin, je me suis dirigé vers le parc. C'était une chaude journée de printemps. Des familles avec des enfants se promenaient, des couples âgés se tenaient la main, des gens promenaient leurs chiens. La vie quotidienne ordinaire, pleine de petites joies et de soucis. Je les regardais et je pensais à ma vie, aux humiliations quotidiennes qui en faisaient partie. Je me suis souvenu de Tiphaine révisant avec défi la liste de courses que je faisais pour mes petits-enfants, barrant les cochonneries. D'Elliot regardant sa montre en me parlant au téléphone, comme si chaque minute avec moi était du temps perdu. De Perle, ma petite fille, disant un jour à son amie assez fort pour que je l'entende, « C'est ma grand-mère. Elle est vieille et ne comprend rien à la vie moderne. » Et tout cela après que je leur avais donné presque toutes mes économies pour acheter la maison de leurs rêves. Je me suis dirigée vers le petit étang au centre du parc et je me suis assise sur un banc. Les canards nageaient, plongeant de temps en temps pour le pain que les enfants leur jetaient. Je les ai regardés et j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à vivre comme ça. Je ne peux plus être une personne qu'on utilise et qu'on jette comme un objet inutile. Je ne peux pas me réveiller chaque jour en sentant que ma vie n'a aucune valeur, que je ne suis qu'un fardeau pour ceux que j'aime le plus au monde. À cet instant, assise sur ce banc au bord de l'étang, j'ai pris une décision. Je vais vendre la maison. Je vais récupérer l'argent qu'Elliot et Tiphaine pensent leur revenir de droit. Je cesserai d'être un distributeur de billets pour eux. Et peut-être qu'alors, ils me verront enfin comme un être humain, et non comme une source de financement pour leurs ambitions. C'était une décision effrayante. Je savais qu'elle changerait notre relation pour toujours, qu'Elliot ne me pardonnerait probablement jamais. Mais je savais aussi que je devais me respecter, moi, mes sentiments, mes limites. Qu'après la mort de Renaud, j'avais été si seule que j'étais prête à tolérer n'importe quelle attitude pour ne pas perdre les dernières personnes proches de moi. Mais maintenant, je réalisais que je les avais déjà perdus. Ou plutôt, les personnes qu'ils étaient autrefois. Ils avaient été remplacés par des créatures égoïstes, avides d'argent et de statut, qui ne me voyaient que comme un moyen d'atteindre leur fin. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Elliot. Nous devons parler. C'est important. Il n'a pas répondu, ni 1 heure ni 2 heures plus tard. Le soir, j'ai essayé d'appeler. Le téléphone était éteint. Il m'évitait. Et cela n'a fait que renforcer ma résolution. Si mon propre fils ne peut pas trouver 5 minutes pour me parler après ce message, alors il ne se soucie pas de mes sentiments. Alors je ne suis vraiment qu'une source d'argent pour lui. En rentrant chez moi, j'ai appelé maître Aubertin. Je veux vendre la maison, ai-je dit sans préambule. Le plus tôt possible. En êtes-vous sûre, madame Winters? Je pouvais entendre le doute dans sa voix. Absolument, ai-je répondu, sans aucune hésitation dans la mienne. Dans ce cas, dit maître Aubertin après une pause, je vous recommanderai une excellente agente immobilière, et j'accompagnerai personnellement la transaction pour éviter toute complication. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour discuter des détails. En raccrochant, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si j'avais enlevé un poids lourd de mes épaules que je portais depuis toutes ces années. Un fardeau de culpabilité de ne pas être assez bien pour mon fils, d'être un poids dans sa vie parfaite. Avant de me coucher, j'ai repris mon téléphone et j'ai relu ce malheureux texto. Tiphaine pense que tu seras un fardeau. Pas « nous pensons », mais « Tiphaine pense ». Elliot n'avait même pas eu le courage d'assumer ces mots. Il se cachait derrière sa femme, comme il le faisait toujours quand il avait quelque chose de désagréable à me dire. Je me suis souvenu qu'Elliot m'avait dit après la mort de Renaud, « Maman, tu peux toujours compter sur moi. Je ne te laisserai jamais. » À ce moment-là, je l'avais cru. J'étais si reconnaissante pour ce soutien, d'avoir un homme qui promettait d'être là pour moi au moment le plus difficile de ma vie. Mais il n'a pas tenu sa promesse. Il m'a abandonnée, émotionnellement, spirituellement, dans tous les sens du terme sauf financièrement.
Il tendait toujours la main quand il avait besoin d'argent, mais se détournait quand j'avais besoin d'amour et d'attention. Cette nuit-là, j'ai dormi paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Ma décision était prise. Ma voie était tracée. Je n'essaierai plus d'acheter l'amour de mon fils et de sa famille. Je ne supporterai plus l'humiliation et la négligence. Je ne serai plus un fardeau. Le matin, j'ai été réveillée par un appel téléphonique. C'était Maître Aubertin. Madame Winters, dit-il. J'ai parlé à l'agente immobilière. Elle est disposée à nous rencontrer à 10 heures ce matin si cela vous convient. C'est parfait, ai-je répondu. Je serai à votre bureau. L'agente, Béatrice Dubois, était une femme énergique d'une quarantaine d'années, au regard vif et déterminé. La maison du domaine de la colline, dit-elle en examinant les titres de propriété. Superbe quartier, forte demande. Nous pouvons la mettre sur le marché demain et je pense que nous trouverons un acheteur en une semaine. Si vite, fus-je surprise. L'immobilier au domaine de la colline se vend instantanément, acquiesça Béatrice. Surtout les maisons de ce calibre. Le seul problème, ce sont les locataires actuels. Je suppose qu'ils ne sont pas au courant de la vente. Pas encore, ai-je admis. Cela pourrait compliquer les visites de la maison pour les acheteurs potentiels, dit Béatrice pensivement. Habituellement, nous essayons de convenir avec les propriétaires d'un moment où personne ne sera à la maison. Je connais leurs horaires, ai-je dit. Elliot est au travail jusqu'à 18 heures. Tiffen passe les mardis et jeudis au spa. Les enfants sont à l'école jusqu'à 15 heures. Nous pourrions organiser les visites ces jours-là. Béatrice hocha la tête, prenant des notes. Parfait. Et une autre question délicate, les effets personnels. Dans la maison, je suppose qu'il y a des biens appartenant à votre fils et à sa famille. Oui, bien sûr. En cas de vente, il faudra décider quoi en faire, a dit Béatrice. Normalement, nous donnons aux anciens locataires le temps de déménager leurs affaires, mais étant donné la situation, il serait peut-être judicieux d'envisager d'engager une société pour emballer et transporter leurs biens dans un garde-meubles sécurisé. J'ai hoché la tête, imaginant Elliot et Tiffen revenant de leur voyage en Europe et trouvant la maison vide. Ce serait un choc pour eux. Mais ne m'avaient-ils pas choqué avec leur attitude? Ne le méritaient-ils pas? Je suis d'accord, ai-je dit. Faisons comme ça. Il y a encore une chose, est intervenu Maître Aubertin. La famille de votre fils a déjà prévu un voyage en Europe, n'est-ce pas? Quand partent-ils exactement? Dans 2 semaines, ai-je répondu. Et il prévoit d'y rester 14 jours. C'est le moment idéal pour finaliser la transaction, a remarqué Maître Aubertin. Nous pouvons effectuer toutes les procédures en leur absence et éviter les scènes émotionnelles. Je me suis rendu compte qu'il avait raison. Si Elliot apprenait la vente avant son départ, il ferait tout pour l'arrêter. Menacer, supplier, manipuler. Il pourrait même essayer de contester mon droit de disposer de la propriété, même s'il n'avait aucune base légale pour le faire. D'accord, ai-je convenu. Essayons de tout finaliser d'ici leur retour. Béatrice et Maître Aubertin ont échangé un regard, et j'ai compris qu'ils me voyaient comme une vieille femme insensible qui mettait son propre fils à la rue. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, n'avaient pas lu ce message, n'avaient pas vu comment j'avais été utilisée et humiliée pendant des années. Madame Winters, dit prudemment Maître Aubertin. Êtes-vous sûre de vouloir vous engager dans cette voie? Peut-être devriez-vous d'abord parler à votre fils. Lui expliquer vos sentiments. J'ai essayé, ai-je répondu. Il m'évite. Il ne répond ni à mes appels ni à mes textos. Je lui ai donné sa chance, et plus d'une. Ils ont hoché la tête, n'essayant plus de me dissuader. Nous avons discuté des détails, du prix, de la commission, des modalités, du plan d'action. Quand tout fut convenu, Béatrice a dit, « Je vais préparer les documents et vous contacterai demain. Nous ferons des photos professionnelles de la maison pour l'annonce dès que vous donnerez le feu vert. » J'ai quitté le bureau de Maître Aubertin avec le sentiment d'avoir signé le verdict de ma relation avec mon fils, mais aussi avec le sentiment que, pour la première fois depuis longtemps, j'avais fait quelque chose pour moi-même et non pour les autres. Que j'avais enfin repris le contrôle de ma vie et de ma dignité. À la maison, j'ai de nouveau tenté de contacter Elliot. Cette fois, il a répondu, mais sa voix était irritée. « Maman, je suis vraiment occupée en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons parler, ai-je dit. De ton message, du fait que Tiffen pense que je suis un fardeau. Oh, ça,
dit-il, sans le moindre remords dans la voix. Écoute, tu te rends bien compte que c'est juste une façon de parler. Tiphaine ne voulait rien dire de mal. Alors pourquoi ne voulez-vous pas m'emmener avec vous? Ai-je demandé sans détour. Eh bien, a-t-il hésité. C'est juste que nous prévoyons des vacances très actives. Beaucoup de marches, de visites. Nous avons peur que ce soit difficile pour toi. J'ai failli rire. Des vacances actives? Je faisais 1 heure de marche tous les matins. Du yoga 2 fois par semaine. J'étais en meilleure forme qu'Elliot, qui ne pouvait pas monter au 3e étage sans être essoufflé. Et c'est pour ça que tu me demandes quand même de l'argent pour ce voyage? Ai-je demandé. Ben oui, dit-il d'un ton las. Pourquoi, il y a un problème? Non, ai-je menti. Aucun problème. Je voulais juste m'assurer d'avoir bien compris la situation. Bien, dit Elliot avec soulagement. Écoute, je dois y aller. Je t'appelle plus tard, d'accord? Il a raccroché sans attendre ma réponse. Comme toujours. J'ai posé le téléphone et j'ai senti mes derniers doutes s'évaporer. Mon fils ne voyait rien de mal à me traiter de fardeau tout en me demandant de l'argent. Il ne ressentait pas le moindre sentiment de culpabilité. Pour lui, c'était normal. Mais pour moi, ça ne l'était plus. Je me suis réveillée le lendemain matin avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Il y avait quelque chose de libérateur à cesser enfin de laisser les autres décider de ce que je devais ressentir et de comment je devais vivre ma vie. Je n'allais plus être simplement un distributeur de billets pratiques pour Elliot et Tiphaine. La première chose que j'ai faite a été d'appeler la banque et d'annuler le virement automatique que j'avais mis en place pour le paiement mensuel du jardinier et de la fille au père chez Elliot. Ils avaient insisté sur ces « dépenses nécessaires », peu après leur emménagement, arguant que dans un quartier décent, c'est ainsi que les choses se faisaient. J'avais accepté, comme presque toujours. Le directeur de la banque a semblé surpris. « Madame Winters, en êtes-vous sûre? Ces paiements sont en place depuis plus de 6 mois. »« Absolument sûr. » ai-je répondu fermement. Encore une chose. Je souhaite révoquer la procuration que j'ai donnée à mon fils pour gérer mes comptes. Après la mort de Renaud, j'avais donné une procuration à Elliot, juste au cas où, avait-il dit. Cela semblait raisonnable à l'époque. Maintenant, je réalisais que c'était juste une autre forme de contrôle. Très bien, Madame Winters, a dit le directeur avec précaution. Nous vous enverrons un formulaire à remplir. Il devra être signé devant notaire. Je passerai aujourd'hui, ai-je répondu. Il y a autre chose dont je voulais discuter. J'ai raccroché et j'ai envoyé un message à Béatrice Dubois, l'agente immobilière. J'ai confirmé que j'étais prête à lancer immédiatement le processus de vente de la maison. Ensuite, j'ai fait la liste de tous les engagements financiers que j'avais pris envers Elliot et sa famille, des frais de scolarité de l'école privée des petits-enfants à l'assurance de leur voiture. La liste était impressionnante. Je n'avais pas réalisé à quel point ils avaient puisé dans mon portefeuille. Béatrice a répondu presque instantanément. Parfait. Je peux passer pour les photos aujourd'hui à 14 heures. Si personne n'est à la maison, j'aurai tous les documents prêts d'ici demain. Je savais que le mardi, Tiphaine passait toute la journée au spa et les enfants étaient à l'école. Elliot, bien sûr, était au travail. Le timing était parfait. Oui, il n'y aura personne à 14 heures. J'ai mes clés, ai-je répondu. Je ressentais un mélange d'émotions, de la détermination mêlée d'anxiété, de la satisfaction avec une pointe d'amertume. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à croire que je faisais vraiment cela, que je vendais la maison où vivait mon fils et sa famille sans les prévenir. Mais l'autre partie, celle qui avait été humiliée et utilisée, savait que c'était la seule solution. À la banque, j'ai été accueillie avec le respect toujours accordé aux clients ayant des comptes solides. La conseillère financière, Madame Pratt, m'a accompagnée dans un bureau privé. Que puis-je faire pour vous, Madame Winters? Je prévois de recevoir une somme d'argent conséquente de la vente d'un bien immobilier, ai-je dit sans détour. Et j'aimerais discuter des options d'investissement. Les yeux de Madame Pratt ont brillé d'intérêt. Bien sûr, nous avons plusieurs produits d'investissement attractifs. Quel niveau de risque vous intéresse? Modéré, ai-je répondu après une courte pause. Je ne veux pas tout risquer, mais je ne veux pas non plus que l'argent dorme sur mon compte. Nous avons passé près d'1 heure à discuter de diverses options, des obligations prudentes aux fonds plus risqués. Finalement, j'ai décidé de répartir les futurs fonds de la vente de la maison. Une partie dans des investissements sur à long terme,
et une autre dans des comptes plus flexibles pour les voyages et autres dépenses dont je rêvais depuis si longtemps. Encore une chose, ai-je dit lorsque nous avons terminé avec le plan d'investissement. Je veux changer mon testament. Après la mort de Renaud, j'avais refait mon testament, laissant tout à Elliot. Cela m'avait semblé naturel à l'époque. À qui d'autre devrais-je laisser mes biens qu'à mon fils unique? Mais maintenant, je voyais que c'était une décision hâtive. Vous aurez besoin d'un notaire ou d'un avocat pour rédiger un nouveau testament, a dit Madame Pratt. Nous pouvons vous recommander plusieurs spécialistes. Merci, mais j'ai déjà un avocat. Je suis sortie de la banque avec le sentiment d'avoir fait le premier pas vers ma nouvelle vie. Une vie où je respecterais moi-même et mes besoins, sans tout sacrifier pour des gens qui ne me voyaient que comme un portefeuille. À la maison, je me suis occupée d'une autre chose importante. J'ai commencé à planifier un voyage. C'était un rêve que Renaud et moi avions toujours reporté à plus tard. Nous voulions voir l'Italie, parcourir les petites villes de Toscane, visiter les musées de Florence et goûter à l'authentique cuisine italienne dans des trattorias familiales. Mais d'abord, il fallait financer les études d'Elliot. Puis il y a eu les petits-enfants. Ensuite, la santé de Renaud a commencé à décliner. Il y avait toujours une raison de remettre le rêve à plus tard. Maintenant, j'ai décidé qu'il n'y avait plus rien à reporter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des informations sur les circuits en Italie pour les voyageurs plus âgés. J'ai trouvé plusieurs options qui me semblaient intéressantes. Petits groupes, guides expérimentés, hôtels confortables. Je ne voulais pas partir complètement seul, mais les circuits en bus bruyants ne m'attiraient pas non plus. À 14 heures, j'ai retrouvé Béatrice à la maison d'Elliot. Elle était arrivée avec un photographe, et ils se sont mis au travail pendant que j'attendais dans la voiture. Je ne voulais pas entrer. Cela aurait ravivé trop de souvenirs. 1 heure plus tard, Béatrice est revenue, me montrant les photos sur son appareil. La maison était superbe. Des pièces spacieuses inondées de lumière, des meubles parfaitement assortis, que j'avais également payés, un jardin bien entretenu. Excellent, a dit Béatrice. Avec des photos comme celle-ci et dans ce quartier, la maison partira très vite. J'ai déjà reçu des préapprobations de plusieurs acheteurs potentiels qui recherchent exactement ce type de bien. En combien de temps pouvons-nous conclure l'affaire, ai-je demandé, pensant au voyage d'Elliot en Europe, qui commencerait dans 10 jours. Avec un acheteur motivé et si tous les documents sont en règle, 1 semaine, a dit Béatrice avec confiance. Surtout si l'acheteur est prêt à payer comptant, sans crédit immobilier. J'ai hoché la tête. Le temps était court, mais c'était suffisant si nous agissions rapidement. Lançons-nous, ai-je dit. Je veux que cette affaire soit conclue avant. J'ai hésité, ne voulant pas entrer dans les détails de mes problèmes familiaux. Que votre fils ne revienne d'Europe, a terminé Béatrice pour moi. Elle était assez expérimentée pour comprendre la situation. Ne vous inquiétez pas, nous aurons tout réglé à temps. Le lendemain, Béatrice a appelé avec des nouvelles. Nous avons déjà 3 acheteurs potentiels qui souhaitent visiter la maison. 2 visites aujourd'hui et 1 demain. J'ai accepté et j'ai de nouveau fourni des informations sur l'emploi du temps de la famille pour organiser les visites quand personne ne serait à la maison. J'ai décidé de ne pas y assister moi-même. Je ne voulais pas risquer de tomber accidentellement sur Tiphaine ou les enfants s'ils rentraient plus tôt. Le soir, Béatrice a rappelé. Madame Winters, nous avons une offre. Un couple marié. Il est chirurgien, elle est professeure d'université. Ils aiment vraiment la maison. Ils sont prêts à payer le prix total. Et surtout, ils peuvent payer la totalité de la somme en une seule fois, sans crédit. C'était exactement ce que j'espérais. Une transaction rapide avec des acheteurs fiables. Quand pouvons-nous signer les papiers, ai-je demandé. Je pense que nous serons prêts d'ici la fin de la semaine, a répondu Béatrice. Nous devons juste faire expertiser et inspecter la maison, mais c'est une formalité. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je suis restée assise en silence pendant un long moment, pensant à ce qui se passait. Je vendais la maison où vivaient mon fils et sa famille. Je les mettais à la rue. Ça semblait horrible. Mais ne m'avaient-ils pas jeté de leur vie? N'avaient-ils pas clairement fait comprendre que je n'étais qu'un fardeau pour eux? Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. C'était Elliot. Maman, a-t-il commencé sans me saluer. J'ai reçu un appel de la banque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu annulé les paiements? Sa voix était irritée, exigeante. Aucune inquiétude de savoir si j'allais bien, si j'avais des difficultés financières,
Seulement du ressentiment que le flux d'argent habituel se soit soudainement tari. J'ai décidé de réévaluer mes dépenses, ai-je dit calmement. Quoi? Sa voix était incrédule. Quelles dépenses? Tu sais bien que nous comptons sur cet argent. Et moi, je comptais sur le fait de partir en Europe avec vous, ai-je paré. Ou au moins que tu ne me traites pas de fardeau. Il y eut un silence. Je pouvais presque entendre Elliot réfléchir frénétiquement à quoi dire. Maman, dit-il enfin, sa voix s'adoucissant. Je t'ai dit que c'était une façon de parler. Tiphaine ne voulait pas te blesser. Et toi? Voulais-tu me blesser en me transmettant ces mots? En n'essayant même pas de les adoucir? Écoute, n'en faisons pas toute une histoire, dit-il avec une pointe d'irritation. C'était juste un malentendu. Mais ce n'est pas le moment de se vexer. Nous avons besoin de cet argent. Le jardinier a déjà appelé pour dire que le paiement n'était pas passé. Tu sais quoi, Elliot? Ai-je dit, sentant une vague de colère monter en moi. J'en ai assez. Assez d'être uniquement une source d'argent pour vous. Assez que vous ne pensiez à moi que lorsque vous avez besoin de quelque chose. Assez d'être un fardeau qu'on n'emmène pas en voyage en famille mais qui doit les payer. Maman, de quoi parles-tu? Sa voix était paniquée. Nous t'aimons. Bien sûr que tu n'es pas seulement une source d'argent pour nous. Vraiment? Ai-je demandé. Alors dis-moi, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Pas pour demander de l'argent, pas pour laisser les enfants, mais juste pour parler. Quand est-ce que tu m'as emmené dîner ou au cinéma pour la dernière fois? Quand es-tu intéressé à ma vie pour la dernière fois? Il se tut, et ce silence était plus éloquent que n'importe quel mot. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Elliot, j'ai pris une décision. Je ne paierai plus vos factures, et vous allez devoir vous occuper de vos finances vous-même, comme des adultes. Mais, maman, commença-t-il. Cette conversation est terminée, ai-je dit, et j'ai raccroché. Il m'a fallu quelques minutes pour me calmer. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Mais avec l'excitation, je me sentais étrangement soulagée, comme si je m'étais débarrassée d'un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. Le téléphone a de nouveau sonné. Elliot essayait de me rappeler. Je n'ai pas répondu. Une minute plus tard, un message est arrivé. Maman, nous devons parler. C'est important. J'ai coupé le son et j'ai rangé le téléphone. Assez. J'avais vécu trop longtemps pour les besoins des autres, les désirs des autres. Il était temps de commencer à vivre ma propre vie. Les jours suivants se sont déroulés dans une activité fébrile. Béatrice a organisé quelques visites supplémentaires et nous avons bientôt eu 3 offres d'acheteurs potentiels. J'ai choisi le premier couple. Leur offre n'était pas la plus élevée, mais ils étaient prêts à conclure l'affaire rapidement et n'exigeaient aucune condition supplémentaire. Elliot continuait d'appeler et d'envoyer des textos. Les messages étaient d'abord exigeants, puis suppliants, puis de nouveau agressifs. Je les ai tous ignorés. Tiphaine a appelé une fois, la première fois qu'elle composait mon numéro elle-même depuis que nous nous connaissions. Je ne lui ai pas répondu non plus. Une semaine plus tard, Béatrice a appelé avec la bonne nouvelle. Madame Winters, tout est prêt pour la signature. Les acheteurs ont versé un acompte et l'inspection de la maison s'est bien passée. Nous pouvons conclure l'affaire demain. C'était parfait, 3 jours avant qu'Elliot et sa famille ne partent pour l'Europe. J'aurai tout le temps d'organiser le transport de leurs affaires vers le garde-meubles. Le lendemain, j'ai rencontré les acheteurs dans le bureau de Maître Aubertin. Le docteur Philippe et sa femme se sont avérés être un couple agréable d'âge moyen, avec des sourires sincères et des manières polies. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient une maison au domaine de la colline depuis longtemps et qu'ils étaient ravis quand celle-ci est soudainement apparue sur le marché. Vous avez une belle maison, Madame Winters, a dit le docteur Philippe. Nous vous promettons que nous en prendrons bien soin. J'ai souri faiblement, sans préciser que je n'avais jamais vécu dans cette maison, que je l'avais achetée pour un fils ingrat qui me considérait comme un fardeau. La signature des papiers a pris moins d'1 heure. Lorsque la dernière signature a été apposée, j'ai ressenti un calme étrange. L'acte était accompli. Je ne possédais plus la maison, ce qui signifiait qu'Elliot et sa famille non plus. Félicitations pour cette transaction réussie, a dit Maître Aubertin en me serrant la main. L'argent sera déposé sur votre compte dans les 24 heures. J'ai hoché la tête, le remerciant pour son aide. Puis je me suis tournée vers Béatrice. Et pour les affaires? Quand pouvons-nous les déménager? J'ai déjà pris des dispositions avec la société de déménagement, a-t-elle dit.
Ils sont prêts à commencer l'emballage et le déménagement demain matin. Tout sera transporté au garde-meubles d'ici ce soir. Parfait, ai-je dit. Je veux que tout soit fait avant le retour des anciens locataires. Béatrice a hoché la tête avec compréhension. Ne vous inquiétez pas, Madame Winters. Nous allons tout organiser. En quittant le bureau de Maître Aubertin, je me sentais étrangement légère, comme si j'avais laissé tomber un lourd sac à dos après un long voyage. La décision avait été prise, l'action entreprise. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le soir, je me suis remise à planifier mon voyage, mais cette fois avec des dates précises et un budget. J'ai choisi un circuit en Toscane commençant dans un mois. Assez de temps pour me préparer, mais pas assez pour que je puisse changer d'avis. J'ai réservé ma place dans le groupe, payé la compte, puis acheté les billets d'avion, aller-retour, en classe affaires. Pourquoi pas? Je pouvais me le permettre, et c'était mon premier grand voyage depuis des années. Le lendemain, comme prévu, la société de transport est arrivée à la maison d'Elliott. Je leur ai remis les clés et je suis partie. Je ne voulais pas assister au processus. Béatrice a promis de tout superviser personnellement. Le soir, elle a appelé. Toutes les affaires sont emballées et transportées au garde-meubles. Le docteur et Madame Philippe auront les clés demain comme convenu. Merci, ai-je dit. Et pour l'avis. Maître Aubertin, Béatrice et moi avions longuement discuté de la manière d'informer Elliott de ce qui s'était passé. Finalement, nous avions décidé que la meilleure chose à faire était de laisser une lettre aux voisins expliquant la situation et l'adresse du garde-meuble où se trouvaient leurs affaires. La lettre a été remise aux voisins de gauche, comme vous l'avez demandé, a dit Béatrice. Ils ont promis de la donner à votre fils à son retour de voyage. C'est parfait, ai-je dit. Merci encore pour tout. J'ai raccroché et je suis restée assise dans mon fauteuil, regardant par la fenêtre pendant un long moment. Demain, Elliott et sa famille s'envoleraient pour l'Europe, ignorant qu'ils n'avaient plus d'endroit où revenir. Était-ce une vengeance cruelle? Peut-être. Mais ne m'avait-il pas traité cruellement pendant des années, juste d'une manière différente, émotionnellement, psychologiquement, en me faisant sentir indésirable, superflu, un fardeau? Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement maîtresse de ma vie. J'étais libérée du chantage affectif, de la culpabilité, de la nécessité de donner constamment sans jamais rien recevoir en retour. Je pouvais à nouveau respirer à plein poumon. Avant de me coucher, j'ai sorti la photo de Renaud qui était toujours sur ma table de nuit. « Serais-tu déçu de moi ?» ai-je demandé doucement. « Où aurais-tu compris ?» Son visage souriant ne m'a donné aucune réponse. Mais dans mon cœur, je sentais qu'il aurait compris. Renaud avait toujours apprécié la détermination et le respect de soi. Il n'aurait pas approuvé la façon dont son fils me traitait après sa mort. Le matin, je me suis réveillée avec un nouveau sentiment de liberté et d'opportunité. L'argent de la vente de la maison était déjà sur mon compte, une somme substantielle qui me permettait de ne pas m'inquiéter de l'avenir et de réaliser de nombreux rêves. Je pouvais voyager, faire du bénévolat, aider ceux qui en avaient vraiment besoin et qui appréciaient cette aide. Après le petit déjeuner, j'ai appelé mon amie Louise. J'ai vendu la maison d'Elliott, ai-je dit sans préambule. Quoi? S'est-elle exclamée. La maison? Celle que tu leur avais achetée? Oui, ai-je confirmé. Ils partent pour l'Europe aujourd'hui et ils ne savent pas qu'ils n'auront plus d'endroit où revenir. Il y a eu un silence. Je m'attendais à un jugement, à un choc, à une déception. Mais au lieu de cela, Louise a dit, « Bien joué. Il était temps que tu leur montres que tu n'es pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. » Son soutien comptait énormément pour moi. Je savais que tout le monde ne comprendrait pas ce que j'avais fait. Beaucoup me condamneraient, me traiteraient de mère cruelle qui mettait son propre fils à la rue. Mais ils ne connaissaient pas toute l'histoire. Ils ne savaient pas ce que j'avais enduré. « Que comptes-tu faire maintenant ?» a demandé Louise. « Je pars en Italie, » ai-je répondu avec un sourire. Le circuit en Toscane dont Renaud et moi avions toujours rêvé. Ça commence dans un mois. C'est merveilleux. Elle était sincèrement excitée. Tu le mérites, Edith. Tu mérites de vivre pleinement ta vie. Après avoir parlé à Louise, je suis allée me promener. La journée était claire et chaude, parfaite pour une longue promenade tranquille. Je me suis dirigée vers le parc où je marchais souvent avec mes petits-enfants quand ils étaient petits. Maintenant, ils acceptaient rarement de passer du temps avec moi, trop occupés avec leurs gadgets et leurs amis. Ou peut-être que leurs parents leur avaient inculqué que mamie n'était qu'une vieille dame ennuyeuse,
un fardeau avec qui il fallait socialiser par politesse. Assise sur un banc du parc, j'ai observé les jeunes mères avec leurs enfants, les couples se tenant la main, les personnes âgées flânant le long des allées. Ils vivaient tous leur vie, avec leurs joies et leurs peines. Et moi aussi, j'avais le droit de vivre ma propre vie, de ne pas exister comme un appendice à la vie d'Elliot et de sa famille. En rentrant chez moi, j'ai décidé de m'occuper d'une dernière chose que je reportais depuis trop longtemps. J'ai sorti les boîtes d'affaires de Renaud que je gardais toujours dans le placard. 5 ans s'étaient écoulés depuis sa mort, et je n'avais toujours pas eu le courage de les trier. Comme si en gardant ses affaires, je gardais une partie de lui. Maintenant, j'étais prête à lâcher prise. Pas à oublier, jamais, mais à lâcher prise. J'ai trié ses vêtements, mettant de côté les bonnes choses pour une organisation caritative. J'ai parcouru ses livres, ne gardant que ceux qui nous étaient particulièrement chers à lui et à moi. J'ai trié les photos, en choisissant quelques-unes pour l'album que j'emporterais avec moi en voyage. C'était une entreprise étrange, douce amère. Chaque objet évoquait des souvenirs, certains jusqu'aux larmes, mais je sentais que je faisais ce qu'il fallait, que Renaud aurait approuvé. Il disait toujours que la vie devait être vécue pleinement, même quand ça fait mal. En fin d'après-midi, j'avais terminé. Les boîtes d'objets pour l'association caritative se trouvaient dans le couloir, prêtes à être expédiées. Un album de photos sélectionnées était posé sur la table basse. Mon cœur était léger et calme. J'ai allumé la télévision pour regarder les informations du soir et j'ai vu un reportage sur une grève des contrôleurs aériens dans plusieurs pays européens. De nombreux vols étaient annulés ou retardés. Je me suis demandé si cela affecterait le voyage d'Elliot. Cependant, ce n'était plus mon problème. En me préparant à me coucher, j'ai de nouveau regardé la photo de Renaud. Je l'ai fait, ai-je dit doucement. J'ai enfin pris ma vie en main. Et tu sais quoi? Ça me semble juste. Je croyais qu'il comprendrait. Renaud avait toujours respecté la force de caractère et la capacité à se défendre. Des qualités que je semblais avoir perdues depuis sa mort et que je commençais seulement à retrouver. En m'endormant, j'ai pensé à la Toscane, aux collines ondulantes couvertes de vignobles, aux villes médiévales s'élevant sur les falaises, à une assiette de vraies pâtes dans une petite trattoria familiale. Tous ces endroits que Renaud et moi rêvions de voir ensemble, mais que nous n'avons jamais eu l'occasion. Maintenant, je les verrai pour nous deux, et peut-être sentirai-je sa présence à mes côtés. Pour la première fois depuis des années, je me sentais non seulement vivante, mais vraiment libre. Libre des attentes des autres, de la culpabilité, de l'obligation de donner sans jamais rien recevoir en retour. Libre d'être moi-même. Pas seulement une mère, une grand-mère, une veuve, mais simplement Edith Winters, une femme avec ses propres désirs, ses rêves et ses projets. Et ce sentiment de liberté était plus beau que tout ce que j'avais connu depuis longtemps. Les 2 semaines qui ont suivi la vente de la maison ont filé à toute vitesse. J'étais occupée à préparer le voyage, à acheter de nouveaux vêtements, des chaussures confortables pour les longues marches, à étudier les informations sur les lieux que j'allais visiter. Chaque jour apportait un nouveau sentiment de liberté et de possibilité. La veille du retour d'Europe d'Elliot et de sa famille, j'ai ressenti une légère inquiétude. Pas de doute, je ne regrettais pas ma décision une seule seconde, mais plutôt une excitation avant l'inévitable tempête. Je savais que la réaction serait émotionnelle. Elliot n'avait jamais été doué pour gérer les surprises, surtout les désagréables. Et Tiphaine, eh bien, je ne pouvais imaginer l'hystérie qu'elle déclencherait. Le téléphone a sonné alors que je finissais de dîner. C'était un numéro inconnu avec un indicatif international. « Allô » ai-je répondu avec prudence. « Maman. » La voix d'Elliot était étrange, tendue. « Pourquoi ne réponds-tu pas à mes appels? Ça fait 1 semaine que j'essaie de t'appeler. » J'avais en effet ignoré ses appels et ses textos pendant tout leur séjour en Europe. Je ne voulais pas gâcher mon humeur. J'ai été occupée, ai-je répondu de manière neutre. Occupée. Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Tellement occupée que tu ne pouvais pas prendre un appel de ton propre fils. Oui, Elliot, ai-je dit fermement. Tellement occupée. J'ai ma propre vie, tu sais. Il est resté silencieux un moment, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Habituellement, je m'excusais, je trouvais des prétextes, j'essayais de le rassurer. Mais pas maintenant. Maman, qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé d'un ton différent. Tu as annulé tous les paiements. Tu ne réponds pas au téléphone. Est-ce que tout va bien? Il y avait une inquiétude dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, mais je savais qu'elle n'était pas sincère. Il ne s'inquiétait pas pour moi,
mais pour l'argent qui avait soudainement cessé d'affluer sur ses comptes. Je vais bien, ai-je répondu. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Et vous? Comment va l'Europe? Bien, a-t-il répondu distraitement, clairement surpris par mon calme. Écoute, il faut qu'on ait une discussion sérieuse à notre retour. Nous rentrons demain, alors peut-être qu'on pourra passer chez toi le soir. Je pense qu'une conversation serait en effet nécessaire, ai-je convenu. Mais peut-être pas demain. Vous aurez beaucoup de choses à faire à votre retour. Quel genre de choses? A-t-il demandé, perplexe. Les choses habituelles. Le décalage horaire, la récupération des bagages. À bientôt, Elliot, ai-je dit, sans répondre à sa question. Bon voyage. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais étrangement calme. J'avais fait ce que j'avais à faire. Maintenant, il ne me restait plus qu'à attendre les conséquences. J'ai passé le lendemain à la maison, attendant l'appel inévitable. Il a sonné vers 18 heures, exactement au moment où j'estimais qu'Elliot et sa famille auraient dû arriver de l'aéroport à leur ancienne maison. « Que as-tu fait » Sa voix était basse, chargée d'une rage à peine contenue. « Bonjour, Elliot, ai-je répondu calmement. Je suppose que vous êtes rentré. Maman, a-t-il presque grogné. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Pourquoi y a-t-il des gens qui vivent dans notre maison? Où sont toutes nos affaires? Vos affaires sont en sécurité dans un garde-meuble, ai-je dit. L'adresse est sur la lettre que j'ai laissée chez les voisins. Et les nouveaux propriétaires, le docteur Philippe et sa femme, vivent dans la maison. Un couple très sympathique. Il y a eu un silence assourdissant. Je pouvais presque voir Elliot essayant de comprendre ce que je venais de dire. Les expressions d'incrédulité, de choc et de colère se succédant sur son visage. « Tu as vendu notre maison » a-t-il finalement réussi à articuler. « J'ai vendu ma maison », l'ai-je corrigé. Celle qui était à mon nom et entièrement payée avec mon argent. « Mais nous y vivions » a-t-il crié. « C'était notre maison. Comment as-tu pu » Très simplement, ai-je répondu, en restant calme. Je suis allé voir une agente immobilière, j'ai trouvé des acheteurs, j'ai signé les papiers. Juste une transaction immobilière. Toi, balbutia-t-il d'indignation. Tu n'en avais pas le droit. En fait, si, ai-je rétorqué. Légalement, je suis la propriétaire de la maison. Nous n'avons jamais signé d'acte de donation ou de vente à votre nom. Souviens-toi, tu as insisté pour qu'elle soit à mon nom pour des raisons de commodité avec la banque. C'était temporaire. Sa voix s'est brisée en un cri. On devait la remettre à notre nom plus tard. Mais nous ne l'avons pas fait, ai-je dit. Et maintenant, c'est trop tard. Une voix de femme a retenti au téléphone, stridente, hystérique. Tiphaine exigeait le téléphone. Une seconde plus tard, elle me hurlait dans l'oreille. Vieille sorcière. Comment as-tu pu faire ça à ton propre fils? À tes propres petits-enfants? Où sommes-nous censés vivre maintenant? Bonsoir, Tiphaine, ai-je dit, ne cédant pas à la provocation. Je suis sûr qu'avec vos revenus, vous pouvez trouver un logement convenable. Peut-être pas au domaine de la colline, mais assez confortable. Nos revenus. Sa voix a grimpé d'une octave. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas nous permettre une maison comme celle-là avec nos salaires. C'est pour ça que tu as accepté d'aider. Exactement, ai-je convenu calmement. J'ai accepté d'aider par amour pour mon fils et mes petits-enfants. Mais quand on m'a traité de fardeau, j'ai réalisé que mon aide n'était pas appréciée. Eh bien, maintenant vous êtes libéré de ce fardeau. C'était juste une façon de parler, a crié Tiphaine. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Que vouliez-vous dire, Tiphaine, ai-je demandé. Que je suis assez bonne pour payer votre maison, vos voitures, l'école de vos enfants, votre jardinier, votre fille au père, mais pas assez bonne pour partir en vacances avec vous. Que vous n'avez besoin de moi que comme d'un distributeur de billets, mais pas comme d'un membre de la famille. Tu as tout compris de travers. Il y avait des larmes dans sa voix. Nous t'aimons. Vraiment? Ai-je demandé. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas invité à dîner au cours de la dernière année? Pourquoi n'avez-vous pas appelé juste pour prendre de mes nouvelles? Pourquoi mes petits-enfants ont-ils cessé de venir me voir, sauf quand vous aviez besoin d'une baby-sitter gratuite? Elle est restée silencieuse. Et il y avait plus de vérité dans ce silence que dans tous ses cris. Écoute,
a dit Tiphaine enfin, d'un ton différent. Discutons-en. Nous pouvons passer tout de suite. Non, ai-je dit fermement. Pas aujourd'hui. Vous devez récupérer vos affaires du garde-meuble, trouver un endroit où loger. Vous avez beaucoup de choses à faire, et moi, je pars demain. Tu pars? Où ça? Elle semblait sincèrement surprise. En Italie, ai-je dit. Pour un circuit en Toscane. J'ai toujours voulu voir Florence. En Italie? A-t-elle demandé comme si elle ne pouvait pas en croire ses oreilles. Mais et nous? Et vous? Ai-je demandé. Vous êtes des adultes. Vous pouvez vous en sortir. Après tout, je ne suis qu'un fardeau, n'est-ce pas? J'ai entendu Elliot reprendre le téléphone. Maman. Sa voix était plus sobre, mais avec une pointe de désespoir. S'il te plaît, rencontrons-nous et parlons-en. Je comprends que tu sois offensé, mais ça, c'est trop. Nous venons de rentrer de voyage et nous découvrons que nous n'avons nulle part où vivre. Nous avons 2 enfants, maman. Pense à Perle et Orion. J'ai pensé à eux, ai-je dit. Toutes ces années, j'ai pensé à eux quand je payais pour leur éducation, leur colonie de vacances, leurs gadgets. Mais eux ont cessé de penser à moi il y a longtemps. Quand est-ce que Perle m'a appelé pour la dernière fois juste pour parler? Quand Orion s'est-il demandé comment j'allais? Ce sont des enfants, maman, a dit Elliot d'un ton de reproche. Tu ne peux pas leur en vouloir. Non, je ne peux pas, ai-je convenu. J'en veux à toi et à Tiphaine. Vous leur avez appris que leur grand-mère était un distributeur de billets, pas une personne avec des sentiments. Qu'on peut l'utiliser puis la jeter quand elle devient gênante. Ce n'est pas vrai, a-t-il objecté. Mais il n'y avait aucune conviction dans sa voix. N'est-ce pas? Ai-je demandé. Alors pourquoi Perle a-t-elle dit à son amie que j'étais vieille et que je ne comprenais rien à la vie moderne? Pourquoi Orion a-t-il refusé de jouer aux échecs avec moi alors qu'il adorait nos parties? Pourquoi restent-ils tous les deux sur leur téléphone quand je viens et répondent à peine à mes questions? Elliot était silencieux. Peut-être réfléchissait-il pour la première fois à ce que ses enfants ressentaient pour moi. Ou plus probablement, il ne savait tout simplement pas quoi dire. Écoute, Elliot, ai-je dit plus doucement. Je n'ai pas fait ça par dépit. J'ai juste réalisé que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je ne peux pas être la personne qu'on utilise et qu'on jette. Je ne pouvais pas continuer à acheter votre amour que je ne recevais de toute façon pas. J'avais besoin de retrouver mon respect de moi-même. Au prix de nous jeter dehors, a-t-il demandé amèrement. Je n'ai jeté personne à la rue, ai-je contré. Tous vos biens sont en sécurité. Vous avez de l'argent pour louer un logement. Vous avez tous les deux un travail. Vous êtes des adultes. Vous êtes autonomes. Vous pouvez vous en sortir. Et si nous n'y arrivons pas? Il y avait ce ton manipulateur dans sa voix que je connaissais si bien. Si nous devons vivre dans un motel, si les enfants souffrent, alors vous ressentirez ce que j'ai ressenti pendant toutes ces années, ai-je répondu doucement. L'impuissance, la dépendance, l'incertitude quant à l'avenir. La seule différence, c'est que vous êtes des jeunes en bonne santé avec une éducation et un travail. Vous avez toutes les chances de vous remettre sur pied. Et moi, je suis une veuve de 67 ans considérée comme un fardeau par sa propre famille. La voix de Tiphaine est revenue au téléphone. Elle criait quelque chose, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Puis un cri d'enfant. Celui d'Orion. Je pense que toute la famille était en état de choc et de panique. Ah, je dois y aller, a dit Elliot, la défaite dans la voix. Mais cette conversation n'est pas terminée. Bien sûr que si, ai-je convenu. Nous reparlerons. Mais pas ce soir, et pas demain. J'ai besoin de temps, et vous aussi. J'ai raccroché, et je suis resté longtemps à regarder dans le vide. Il y avait un étrange mélange d'émotions en moi. L'amertume d'en être arrivé là. Le soulagement d'avoir enfin dit ce que je pensais depuis des années. Et, curieusement, la sympathie que je ressentais pour Elliot et sa famille. Malgré tout, je les aimais. Je ne pouvais simplement plus les laisser me manipuler. Le téléphone a de nouveau sonné. Elliot essayait de me rappeler. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées. Et ils avaient besoin de temps pour digérer ce qui s'était passé, eux aussi. 1 heure plus tard, on a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Elliot, l'air débraillé et les yeux rouges. Tiphaine se tenait à côté de lui en pleurant. Son mascara avait coulé. Derrière eux se trouvaient les enfants, Perle avec une expression hautaine qu'elle pensait apparemment adulte, et Orion, effrayé et confus.
J'ai ouvert la porte, mais je ne me suis pas écartée, ne les invitant pas à entrer. Maman, a commencé Elliot sans préambule. Tu dois nous rendre la maison. C'est impossible, ai-je répondu calmement. La maison a été vendue. La transaction est finalisée. L'argent a été transféré. Les nouveaux propriétaires ont déjà emménagé. Alors donne-nous l'argent pour une nouvelle maison, est intervenue Tiphaine. Sa voix était exigeante malgré ses larmes. Tu as reçu l'argent de la vente, n'est-ce pas? Tu dois nous le donner. Je ne dois rien à personne, ai-je dit fermement. L'argent est à moi. Je l'ai gagné, et j'ai tout à fait le droit d'en disposer comme je l'entends. Mais ce n'est pas juste, s'est exclamé Tiphaine. Tu ne peux pas tout nous enlever comme ça. Je n'ai rien enlevé à personne, ai-je contré. J'ai arrêté de donner. Il y a une différence. Grand-mère, est intervenue Perle avec une intonation qu'elle devait considérer comme mûre et judicieuse. Tu te rends compte que ce que tu as fait est mal, n'est-ce pas? Tu dois réparer ça. J'ai regardé ma petite fille, une grande et belle jeune fille qui s'asseyait autrefois sur mes genoux et me demandait de lui lire des contes de fées. Maintenant, il n'y avait que du jugement froid et de la certitude dans ses yeux. Perle, ai-je dit doucement, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois sans rien me demander? Quand as-tu demandé comment j'allais, ce que je pensais, ce que je ressentais? Elle a cligné des yeux, ne s'attendant clairement pas à une telle question. Ben, je ne sais pas, a-t-elle finalement répondu. J'ai beaucoup de choses à faire, l'école, les amis. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Tu as ta propre vie. Et j'ai la mienne, et j'ai le droit de la vivre comme je l'entends, sans me sentir coupable de ne pas répondre aux attentes de quelqu'un d'autre. Mais nous sommes une famille, s'est exclamé Elliot. Une famille est censée se soutenir. Oui, nous devrions, ai-je convenu. Mais le soutien n'est pas à sens unique. Ce n'est pas seulement moi qui donne et vous qui prenez. C'est le respect mutuel, l'attention, la bienveillance. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand es-tu intéressé à ma vie, pas seulement à mon portefeuille? Elliot a ouvert la bouche pour objecter, mais il ne l'a pas fait. Il savait que j'avais raison. Je peux entrer? A demandé Orion doucement, me regardant avec ses grands yeux. Je veux aller aux toilettes. Cette simple demande enfantine a brisé la tension. J'ai souri et je me suis écartée. Bien sûr, mon chéri. Tu sais où c'est. Orion s'est glissé devant moi dans la maison. Les autres l'ont suivi, bien que je ne les ai pas invités à entrer. Dans le salon, Tiphaine a immédiatement pris une posture de défi. Elle se tenait au milieu de la pièce, les bras croisés sur la poitrine. Alors, que nous suggères-tu de faire? A-t-elle demandé avec défi. Vivre dans la rue. Vous avez de l'argent, ai-je dit. Vous avez tous les deux un travail. Prenez un appartement, économisez pour un acompte, contractez un prêt immobilier. Faites ce que font des millions d'autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une grand-mère riche. Mais ça va prendre des années, s'est exclamé Tiphaine. Nous ne pouvons pas vivre dans un appartement en location. Qu'est-ce que les gens vont penser? Voilà ce que c'était. Pas l'inquiétude pour les enfants, pas la peur d'être sans abri. La peur de perdre son statut, de sortir du cercle des gens convenables avec leur maison au domaine de la colline. Les gens penseront que vous êtes une famille de la classe moyenne, ai-je dit. Quel est le problème? Tu ne comprends pas. Tiphaine criait presque. Nous ne pouvons pas retourner à ce genre de vie. Nous sommes habitués à un certain niveau. Un niveau que je vous ai fourni, lui ai-je rappelé. Avec mon argent. Et maintenant, je vais dépenser cet argent pour moi-même. Voyages, loisirs, œuvres de charité, tout ce que je choisirai. C'est égoïste, a lâché Tiphaine. Non, ai-je dit calmement. Ce qui est égoïste, c'est de penser qu'une autre personne est obligée de vous offrir une vie de luxe sans rien vous donner en retour, même pas du respect. C'est égoïste de traiter de fardeau la personne qui vous a donné presque toutes ses économies. Tiphaine s'est détournée, incapable de trouver une réponse. Elliot était assis sur le canapé, la tête basse. Perle se tenait près de la fenêtre, absorbée avec défi par son téléphone. Orion est revenu des toilettes et s'est assis tranquillement à côté de moi. Mamie, a-t-il demandé soudainement. On a vraiment été si méchant. Sa question m'a prise au dépourvu. J'ai regardé dans ses yeux inquiets et j'ai senti un pincement de conscience. Ce n'était pas la faute des enfants si leurs parents les avaient élevés ainsi. Non, mon chéri.
ai-je dit doucement en passant mon bras autour de ses épaules. Vous n'avez pas été méchant. C'est juste que nous avions tous oublié ce que signifiait être une famille. Que ce n'était pas seulement une question d'argent et de cadeaux, mais d'attention, de soins, de respect. Je pourrais venir te voir, a-t-il demandé doucement. Même si on ne vit plus dans cette maison. Bien sûr que tu pourras, ai-je répondu, les larmes me montant aux yeux. Je serai toujours heureuse de te voir. Et Perle aussi, ai-je ajouté en jetant un coup d'œil à ma petite fille, qui faisait semblant de ne pas écouter. Alors, a dit Elliot en relevant la tête. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce soir? Où est-ce qu'on dort? Vous avez des cartes de crédit, ai-je dit. Réservez une chambre d'hôtel jusqu'à ce que vous trouviez un appartement. J'ai entendu dire que l'auberge de la rivière a de bonnes chambres familiales. Un hôtel. Tiphaine m'a regardé comme si je leur avais suggéré de passer la nuit sous un pont. Temporairement, ai-je expliqué. Jusqu'à ce que vous trouviez un logement permanent. Pourquoi ne pouvons-nous pas rester ici? A demandé Perle, entrant pour la première fois dans la conversation. Tu as une grande maison, grand-mère. Je l'ai regardée, surprise par cette suggestion. Ne réalisait-elle pas ce qui s'était passé? Que j'avais enfin décidé de vivre ma propre vie au lieu d'être un appendice à leur existence. Parce que j'ai besoin de mon propre espace, ai-je répondu. Et parce que je pars en Italie demain. L'Italie, s'est exclamé Tiphaine. Tu pars sérieusement en voyage alors que ta famille est sans abri? Absolument sérieusement, ai-je confirmé. Les billets sont achetés. Le circuit est payé. Et non, je n'annule pas le voyage. C'est un rêve que je reporte depuis trop longtemps. C'est. Tiphaine suffoquait d'indignation. C'est tout simplement cruel. Non, Tiphaine, ai-je objecté calmement. Ce qui était cruel, c'était de m'utiliser comme un distributeur de billets pendant des années, puis de me traiter de fardeau. Ce qui était cruel, c'était d'inculquer à mes enfants que leur grand-mère n'était qu'une vieille femme ennuyeuse, bonne seulement à donner de l'argent. Ce qui était cruel, c'était de me nier le droit à ma propre vie, à mes propres désirs, à ma propre dignité. Tiphaine s'est détournée, se couvrant le visage de ses mains. Elliot s'est levé et s'est approché d'elle, passant son bras autour de ses épaules. Ils avaient l'air si perdus, si peu préparés à cette tournure des événements. Une partie de moi voulait les réconforter, leur dire que tout irait bien, que je les aiderais. Mais l'autre partie, celle qui avait enfin trouvé sa voie, savait que ce serait un pas en arrière. Retour à mon ancienne vie où j'étais utilisée et non appréciée. Vous feriez mieux de partir, ai-je dit doucement. Il se fait tard et vous devez trouver un endroit où dormir. Maman. Elliot s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne nous tourne pas le dos. Nous allons arranger ça. Nous te traiterons mieux. Nous serons plus attentifs. Aide-nous juste maintenant. J'ai regardé mon fils, un homme adulte qui pleurait comme un enfant parce que, pour la première fois de sa vie, il faisait face aux conséquences réelles de ses actes. Je l'aimais, quoi qu'il arrive. Mais je ne pouvais plus être son distributeur de billets. Elliot, ai-je dit doucement. Je ne vous tourne pas le dos. Je ne vais simplement plus résoudre tous vos problèmes. Vous êtes des adultes. Vous pouvez vous en sortir. Et si vous voulez vraiment réparer notre relation, alors faites-le par amour, pas pour l'argent. Parce que la famille, ce ne sont pas des transactions financières. C'est de l'attention. C'est du respect. C'est de la considération. Allons-y, a dit Tiphaine en se redressant brusquement. Nous ne sommes pas les bienvenus ici. Je vais appeler l'hôtel. Elle s'est dirigée vers la porte, entraînant Perle avec elle. Elliot est resté là, immobile, me regardant toujours avec un air suppliant dans les yeux. Tu vas le regretter, a-t-il dit doucement. Quand tu seras toute seule. Peut-être, ai-je répondu. Mais il vaut mieux être seule qu'avec des gens qui ne vous respectent pas. Orion m'a fait un dernier câlin, en chuchotant. Tu vas me manquer, mamie. Puis ils sont partis. Tiphaine en tête, le visage de Pierre, suivi de Perle, les yeux rivés sur son téléphone. Puis Elliot, le dos voûté comme sous le poids d'une soudaine responsabilité. Et enfin, Orion, se retournant sur le seuil pour me faire un signe de la main. J'ai fermé la porte et je me suis adossée contre elle. Mon cœur battait la chamade, une boule dans la gorge. Mais avec la douleur, je me sentais étrangement soulagée. J'avais dit tout ce que je voulais dire. Je m'étais enfin défendue. Et même si ça faisait mal,
Même si ça brisait l'illusion du bien-être familial, c'était la vérité. Et la vérité, même amère, est meilleure que le plus doux des mensonges. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai expiré, calmant les battements de mon cœur. Demain est un nouveau jour. Demain, je m'envole pour l'Italie, vers un rêve que j'ai reporté depuis bien trop longtemps. Le matin de mon départ pour l'Italie était étonnamment clair et calme. Je me suis réveillé tôt, avant l'aube, et je suis resté longtemps à regarder le plafond, me remémorant la confrontation de la veille avec Elliot et sa famille. Leur choc, leur incrédulité, leur indignation, tout cela était attendu, mais cela laissait tout de même un goût amer, surtout les mots d'Elliot sur le fait que je le regretterais quand je serais seule. Il y avait une part de vérité en eux que je ne pouvais nier. La solitude me faisait peur, et c'est la peur de la solitude qui m'avait fait endurer des années de négligence. Mais maintenant, je réalisais qu'être seul et se sentir seul étaient deux choses différentes. On peut vivre entouré de gens et se sentir invisible, indésirable, comme c'était mon cas ces dernières années. Et on peut être physiquement seul, mais ressentir la plénitude de la vie, la liberté, l'autosuffisance. Je me suis levée, j'ai pris une douche et j'ai commencé à préparer mes dernières affaires pour le voyage. Mon téléphone a sonné alors que je fermais ma valise. Elliot. Je savais qu'il appellerait, essayant de nouveau de manipuler mes sentiments, d'invoquer la pitié. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était mon jour. Le début de ma nouvelle vie. J'ai coupé le son et j'ai rangé le téléphone. Le taxi devait arriver à 8 heures du matin. Il me restait encore une demi-heure. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où Renaud aimait lire le soir, et j'ai ouvert le guide sur la Toscane. J'ai tourné les pages, regardant les photos de petites villes perchées sur les collines, les vignobles s'étendant à l'horizon, les rues médiévales que j'allais bientôt parcourir. Un sentiment chaleureux d'anticipation m'a envahi. Soudain, on a sonné à la porte. Je me suis tendue. Elliot était-il vraiment arrivé si tôt? Je suis allée à la porte et j'ai regardé par le judas. À ma grande surprise, sur le seuil se tenait Orion, mon plus jeune petit-fils, seul, sans ses parents ni sa sœur. J'ai ouvert la porte. Orion, que fais-tu ici si tôt? Où sont tes parents? Ils sont à l'hôtel, a-t-il répondu en se dandinant d'un pied sur l'autre. Je me suis levée tôt et j'ai pris le bus. Je voulais te voir avant que tu partes. J'étais touchée. De toute la famille, seul le garçon de 10 ans avait eu la sincérité et le courage de venir me dire au revoir. Entre, ai-je dit en le laissant passer. Je n'ai pas beaucoup de temps, le taxi va bientôt arriver. Orion est entré et a regardé autour de lui comme s'il voyait ma maison pour la première fois, bien qu'il y soit venu de nombreuses fois. Mais peut-être la regardait-il avec des yeux différents maintenant. Les yeux d'un enfant qui avait soudain réalisé que les adultes n'étaient ni tout-puissants ni omniscients, qu'ils pouvaient faire des erreurs, souffrir, prendre des décisions difficiles. « Grand-mère », a-t-il dit en sortant un petit paquet de sa poche. « Je voulais te donner ça. C'est pour le voyage. » J'ai déplié le papier et j'ai vu un petit porte-clés en forme de boussole. « C'est pour que tu ne te perdes pas », a dit Orion sérieusement. « Pour que tu puisses toujours retrouver ton chemin vers la maison. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce simple cadeau enfantin signifiait plus pour moi que n'importe quelle offrande coûteuse que j'ai jamais reçue. Il y avait une préoccupation sincère, non entachée de calcul ou d'obligation. « Merci, mon chéri », ai-je dit en serrant mon petit-fils dans mes bras. « C'est le plus beau des cadeaux. Je l'emporterai partout avec moi. » La sonnette a retenti. Le taxi était arrivé. Orion m'a serré fort pour me dire au revoir, comme il le faisait quand il était petit. « Tu vas me manquer, mamie. Tu me rapporteras quelque chose d'Italie? » « Je te le promets, » ai-je dit en l'embrassant sur le sommet de la tête. Maintenant, je devais vraiment y aller. Je suis sortie vers le taxi le cœur léger. Peut-être que tout n'était pas perdu. Peut-être y avait-il une lueur d'espoir dans cette situation. Une chance de construire une nouvelle relation plus saine, basée sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance financière. À l'aéroport, j'ai éteint mon téléphone. Je ne voulais pas que les appels d'Elliot ou les textos de Tiffen gâchent le début de mon voyage. Ces 2 semaines seraient les miennes, et seulement les miennes. Un temps de liberté, de découverte, de nouvelles expériences. Le vol s'est déroulé sans incident. Je regardais par le hublot les nuages en contrebas et je pensais à la façon étrange dont la vie avait tourné. 1 mois plus tôt, je n'étais qu'un distributeur de billets pratiques pour ma famille, une personne tolérée par politesse et utilisée en cas de besoin. Maintenant, je m'envolais pour l'Italie,
vers un rêve que j'avais reporté depuis bien trop longtemps. Lorsque l'avion a atterri à Florence, j'ai ressenti une bouffée d'énergie. L'aéroport m'a accueilli avec de la chaleur et le bourdonnement de voix dans différentes langues. J'ai passé le contrôle des passeports, récupéré mes bagages et me suis dirigé vers le hall des arrivées, où un représentant de l'agence de voyage devait me rencontrer. Un jeune Italien avec une pancarte indiquant « Madame Winters » m'a repéré et m'a fait signe. Il m'a accompagné jusqu'au van où les autres participants du circuit, 8 personnes de mon âge ou un peu plus jeunes, attendaient déjà. « Bienvenue », a dit le guide lorsque tout le monde fut rassemblé. Je m'appelle Marco et pour les 2 prochaines semaines, je serai votre guide à travers les merveilles de la Toscane. Il a parlé du programme du circuit, des endroits que nous visiterions, de ce qui nous attendait dans les jours à venir. J'écoutais avec intérêt, appréciant la mélodie de son anglais avec un accent italien. Une chambre confortable avec vue sur les toits de tuiles de la vieille ville m'attendait à l'hôtel, dans le centre historique de Florence. J'ai défait mes valises, pris une douche et décidé de me reposer un peu avant la réunion de groupe du soir. Les jours suivants ont filé comme dans un rêve. Nous avons parcouru Florence, admirant la majestueuse cathédrale Santa Maria del Fiore avec son célèbre dôme, déambulé dans la galerie des offices en contemplant les chefs-d'œuvre de Botticelli et de Léonard de Vinci, et nous sommes assis dans de petits cafés en savourant le meilleur cappuccino du monde. Puis notre circuit s'est poursuivi vers les petites villes de Toscane. Sienne avec sa place unique en forme de coquillage, San Gimignano avec ses tours médiévales, Montepulciano, célèbre pour ses vins. Nous avons séjourné dans des chambres d'hôtes familiales, dîné dans de minuscules trattorias dont les recettes se transmettaient de génération en génération, dégusté des vins locaux et apprécié le rythme tranquille et la beauté de la campagne italienne. Je sentais que quelque chose changeait en moi chaque jour. C'était comme si le poids de nombreuses années tombait progressivement de mes épaules, me libérant pour de nouvelles sensations, de nouvelles pensées, une nouvelle vie. Je ne me considérais plus comme la veuve de Renaud ou la mère d'Eliott. J'étais juste Edith, une femme voyageant en Italie, appréciant la bonne nourriture, des conversations intéressantes et la beauté du monde qui l'entourait. Une relation chaleureuse et amicale s'est développée dans notre groupe. Nous prenions le petit déjeuner ensemble, discutant des plans de la journée, déjeunions ensemble dans de petits restaurants et profitions des promenades nocturnes dans les rues anciennes. Je me suis particulièrement rapprochée de Grace et Robert, un couple canadien, ainsi que d'une voyageuse seule nommée Viviane, dont le mari, comme le mien, était décédé quelques années auparavant. Un soir, assise sur la terrasse de notre chambre d'hôte à Montepulciano, un verre de vin local à la main, Viviane m'a demandé « Edith, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce voyage ? Tu as dit que tu en rêvais depuis longtemps, mais pourquoi maintenant ?» J'ai hésité. Devais-je raconter mon histoire compliquée à ces gens que je ne connaissais que depuis une semaine ? Puis j'ai décidé que je voulais la partager. Je voulais entendre un avis extérieur, de personnes non impliquées dans cette situation. Alors, je leur ai tout raconté. La mort de Renaud, la détérioration progressive de ma relation avec Eliott et sa famille, la maison que je leur avais achetée, ce malheureux texto, ma décision de vendre la maison et de commencer à vivre pour moi-même. Quand j'ai terminé, il y a eu un silence. J'avais peur de voir le jugement sur leur visage, car je n'avais pas fait ce qu'on attend d'une bonne mère et d'une grand-mère aimante. Mais au lieu du jugement, j'ai vu de la compréhension. « Tu sais, » a dit Grace, « je pense que tu as fait ce qu'il fallait. C'est dur, douloureux, mais c'est la bonne chose à faire. Personne ne mérite d'être traité comme ça, surtout par ses propres enfants. » Je suis d'accord, a acquiescé Robert. J'ai un ami qui a soutenu financièrement son fils pendant des années, payant ses dettes, lui donnant de l'argent pour une entreprise qui n'a jamais fait de profit. Finalement, le fils s'y est habitué. Il pensait que l'argent de son père lui revenait de droit. Ce n'est pas une relation saine. Je pense que tu leur as donné une leçon importante, a ajouté Viviane. Douloureuse peut-être, mais nécessaire. Ils doivent apprendre à vivre par eux-mêmes, à apprécier ce qu'ils ont et à respecter les autres, surtout leur propre mère. Leurs mots ont été comme un baume pour mon âme. Pour la première fois depuis que j'avais pris ma décision, je me sentais totalement convaincue que c'était la bonne chose à faire. Je n'étais pas une mère abusive qui avait mis son fils à la rue. J'étais une femme qui avait enfin décidé de se respecter et d'exiger le respect des autres. Merci, ai-je dit, des larmes de gratitude me montant aux yeux. Vous n'avez aucune idée de l'importance que votre compréhension a pour moi. Le voyage a continué, et chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus renouvelée, comme si je renaissais. J'ai savouré chaque instant, le café du matin sur la terrasse avec vue sur les vignobles, les promenades dans les rues anciennes, les conversations du soir avec mes nouveaux amis.
J'ai pris des dizaines de photos, acheté de petits souvenirs pour moi et pour Orion, goûté de nouveaux plats dont je n'avais jamais connu l'existence. Quand le moment est venu de rentrer, j'ai ressenti des émotions mitigées. D'un côté, je ne voulais pas que ce voyage se termine. De l'autre, j'étais prête à rentrer et à commencer un nouveau chapitre de ma vie, avec une attitude différente envers moi-même et le monde. À l'aéroport de Florence, avant d'embarquer, j'ai rallumé mon téléphone. Des dizaines d'appels manqués et de messages d'Elliot et de Tiphaine. Mais maintenant, parmi eux, il y en avait quelques-uns de Perle, ma petite fille aînée, qui ne m'avait jamais écrit auparavant. J'ai ouvert le premier. Mamie, quand est-ce que tu rentres? On vit dans un appartement horrible. Maman pleure tout le temps. Papa a dit que tu dois nous aider. Je te l'ai déjà dit, Elliot, ai-je répondu fermement. J'aiderai en cas de réel besoin. Mais vous achetez une nouvelle maison ou payez pour votre ancien style de vie? Non. Il s'est levé, et dans ses yeux, j'ai vu une lueur du vieil Elliot, le manipulateur, habitué à obtenir tout. Le deuxième était plus direct. Ce n'est pas juste. Toutes mes amies vivent dans des maisons normales et nous, on vit dans ce trou. Je ne peux inviter personne. Pourquoi tu nous as fait ça? Et enfin, le troisième, envoyé la veille. Je suis désolée pour les messages précédents. Papa m'a dit pourquoi tu avais vendu la maison. Je ne réalisais pas qu'on te traitait si mal. Tu me manques. Ce dernier message m'a touchée. Peut-être y avait-il vraiment une chance de changement dans cette situation, de construire une nouvelle relation, plus saine. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport de Roissy, je me sentais étrangement calme. Je retournais dans la même ville, la même maison, mais j'étais une personne différente, plus forte, plus confiante, plus libre. J'ai pris un taxi et je suis rentrée chez moi. En passant devant le quartier du domaine de la colline où Elliot et sa famille vivaient autrefois, je n'ai ressenti aucun regret, aucune culpabilité, juste la certitude tranquille que ma décision était la bonne. À la maison, tout était comme je l'avais laissé. J'ai défait ma valise, pris une douche et malgré la fatigue du vol, j'ai décidé d'appeler Elliot. Mieux valait affronter la tempête que d'attendre qu'elle vous trouve. Il a répondu dès la première sonnerie, comme s'il était assis avec le téléphone à la main. « Maman, tu es rentrée ?» « Oui, Elliot, ai-je répondu calmement. « Je suis à la maison. On peut passer. » Sa voix était un mélange d'impatience et de prudence. « On a besoin de parler. »« Pas aujourd'hui, » ai-je dit. « Je suis fatiguée du voyage. Faisons ça demain. 14 heures. » « D'accord, » a-t-il accepté rapidement, comme s'il avait peur que je change d'avis. « Demain à 14 heures. » J'ai raccroché, et j'ai longtemps regardé par la fenêtre l'Usarche. Demain serait le début d'une nouvelle phase de ma vie. Une vie dans laquelle je ne me sacrifierai plus pour ceux qui ne m'appréciaient pas. Une vie dans laquelle je me respecterai et j'exigerai le respect des autres. Une vie dans laquelle je ferai les choses dont je rêvais sans procrastiner, sans sacrifier mes désirs pour le bien des autres. Le matin, je me suis réveillée reposée et pleine d'énergie. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai rangé la maison, j'ai même fait des biscuits, non pas pour Elliot, mais pour Orion, que je savais les adorer. Puis je me suis assise et j'ai écrit une liste claire et précise de ce que je ferais et ne ferais pas dans ma relation avec la famille de mon fils. Je ne leur donnerai pas d'argent pour des caprices. Je ne tolérerai pas la négligence. Je ne paierai pas leurs factures ni ne leur achèterai de maison. Mais je serai heureuse de voir mes petits-enfants s'ils veulent venir me rendre visite. Je discuterai avec Elliot s'il me traite avec respect. J'aiderai en cas de réel besoin, de maladie, d'accident, d'une situation vraiment difficile. À 14 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai ouvert et j'ai vu toute la famille, Elliot, Tiphaine, Perle et Orion. Ils avaient l'air différents, pas aussi pimpants qu'avant. Leurs vêtements étaient plus simples, leurs visages tirés, leurs yeux fatigués. Orion a été le seul à se précipiter pour me serrer dans ses bras. « Mamie, tu m'as tellement manqué. Tu m'as rapporté quelque chose d'Italie? » « Bien sûr, mon chéri, » ai-je souri en le serrant contre moi. « Entrez, tout le monde. » Ils sont entrés dans la maison et se sont assis dans le salon. Tiphaine était distante, le visage de pierre. Perle était clairement mal à l'aise, évitant mon regard. Elliot avait l'air tendu mais essayait de sourire. « Comment s'est passé le voyage, maman ?» a-t-il demandé quand tout le monde fut assis. « Tu as l'air reposée. »« C'était merveilleux, » ai-je répondu. « L'Italie est magnifique. Je pense même y retourner à l'automne, peut-être à Rome et à Venise. »« Maman, » a dit Elliot, allant droit au but. «
Nous avons besoin de ton aide. Tu sais, nous vivons dans un appartement en location, nous joignons à peine les deux bouts. Je sais que vous vivez comme la plupart des gens, ai-je dit calmement. Selon vos moyens. Mais ce n'est pas ce à quoi nous sommes habitués. Tiphaine n'a pas pu se retenir. Les enfants sont habitués à autre chose. Les habitudes peuvent être changées, ai-je dit. Surtout les mauvaises. Maman. Elliot a essayé de prendre un ton conciliant. Nous savons que nous t'avons blessé. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te traiter de fardeau. Je n'aurais pas dû te traiter avec autant de consumérisme. Je suis désolée. J'ai regardé mon fils attentivement. Son remords était-il sincère ou était-ce juste une nouvelle tactique pour obtenir ce qu'il voulait? Je te pardonne, Elliot, ai-je dit après une pause. Mais le pardon ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant. Les choses ont changé. J'ai changé. Qu'est-ce que tu veux dire? A-t-il demandé avec lassitude. Je ne serai plus votre distributeur de billets, ai-je répondu sans détour. Je ne vous achèterai plus de maison, ne paierai plus vos factures, ne financerai plus votre style de vie. Vous êtes des adultes. Vous avez un travail. Vous pouvez prendre soin de vous. Mais, comment ça, Elliot? Mais je serai heureuse de voir mes petits-enfants, ai-je continué, ne le laissant pas m'interrompre. Je serai heureuse de communiquer avec vous tant que cela est basé sur le respect mutuel, et non sur la dépendance financière. Et j'aiderai en cas de réel besoin, maladie, accident, urgence. Elliot et Tiphaine ont échangé un regard. Je pouvais presque voir leurs esprits travailler, essayant de trouver une nouvelle approche, une nouvelle façon de manipuler. Maman, a finalement dit Elliot. Nous voulons juste être une famille, comme avant. Non, Elliot, ai-je dit fermement. Ce ne sera pas comme avant. Avant, j'étais un distributeur de billets pour vous, pas une personne. Vous m'utilisiez, me manquiez de respect, me considériez comme un fardeau. Je ne laisserai plus cela se reproduire. Tiphaine s'est levée, clairement prête à partir. Viens, Elliot. C'est clair qu'elle ne nous aidera pas. Grand-mère, a dit soudainement Perle, me regardant dans les yeux pour la première fois de toute la conversation. Je ne savais vraiment pas qu'on te traitait si mal. Je suis désolée. J'ai été touchée par ces paroles. Peut-être y avait-il plus de sincérité en elle que chez ses parents. Je te pardonne, Perle, ai-je dit doucement. Et je serais heureuse si tu voulais venir me rendre visite. Nous pourrions passer du temps ensemble, comme avant, quand tu étais petite. Elle a hoché la tête, et dans ses yeux, j'ai vu une lueur de l'enfant que j'avais autrefois connu et aimé. Je veux rester avec grand-mère, a dit soudainement Orion, se serrant plus fort contre moi. Je peux rester. Tiphaine et Elliot se sont regardés, clairement mécontents de cette tournure des événements. Pas ce soir, mon cœur, ai-je dit en lui caressant la tête. Mais tu peux venir quand tu veux. Nous ferons des biscuits, jouerons aux échecs, lirons des livres, tout ce que tu voudras. Nous devrions y aller, a dit Tiphaine en se dirigeant vers la porte. Les enfants, on y va. Elliot est resté assis, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait cerner. Déception, regret, colère. Maman, a-t-il dit doucement. Tu ne vas vraiment pas nous aider? Pas même un peu? Ce qu'il voulait. Tu vas le regretter, a-t-il dit doucement. Quand tu seras vieille et malade et qu'il n'y aura personne pour s'occuper de toi. Peut-être, ai-je répondu calmement. Mais tu sais quoi? Je préférerais être seule qu'avec des gens qui ne me voient que comme un portefeuille. Ils sont partis. Tiphaine en tête, suivi de Perle, puis d'Elliot, et enfin d'Orion, qui s'est retourné sur le seuil pour me faire un signe de la main. J'ai fermé la porte et je suis retournée dans le salon. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais étrangement calme. J'avais fait ce que j'avais à faire. Je m'étais défendue, j'avais fixé des limites, j'avais refusé d'être la victime commode de quelqu'un. Je suis allée à la fenêtre et je les ai regardés monter dans la vieille voiture d'Elliot, si différente du SUV de luxe qu'il conduisait auparavant. Peut-être avait-il vraiment des difficultés. Peut-être luttait-il vraiment pour survivre dans un monde où il n'y avait plus de flux d'argent infini d'une mère et grand-mère généreuse. Mais c'était leur lutte, leur vie, leur choix. J'avais la mienne.